Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politica. Il voulait absolument doter son pays d'une nouvelle constitution, son pays, la Côte d'Ivoire, et c'est désormais chose faite le dimanche 30 octobre 2016. Les Ivoiriens ont dit oui au président Alassane Ouattara et à la nouvelle constitution avec 93,42% des voix. En promulguant ce mardi 8 novembre la nouvelle constitution, le président Alassane Ouattara a fait entrer son pays, la Côte d'Ivoire, dans la Troisième République. Mais l'opposition ivoirienne est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle a même saisi la Haute Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aux fins d'annulation pure et simple de ce scrutin référendaire. Alors, quels sont les principaux points d'achoppement par rapport à cette nouvelle constitution et comment peut-elle inscrire la Côte d'Ivoire dans la modernité, comme le promet le président Alassane Ouattara? Pour en parler, trois invités avec moi. Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo, vous êtes le conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara en charge des questions juridiques, ancien ministre de la fonction publique. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre aussi de la recherche scientifique. À cet égard, je connais monsieur qui est assis en face de moi, qui a réchigné à me saluer. Très bien, merci à vous, monsieur le ministre. Michel Barouin, vous êtes le président de l'Union des réfugiés ivoiriens en France, URI. Vous êtes criminologue de formation. Vous êtes un ancien directeur général du BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Toto Jérôme Baloubi, vous êtes enseignant, chercheur, ancien secrétaire général de l'Université de Cocody d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, l'occasion est belle. Mesdames et messieurs, pour le président ivoirien Alassane Ouattara, la nouvelle constitution promulguée ce 8 novembre a aussi pour objectif de renforcer la cohésion nationale. Mais pour l'instant, on en est encore loin, comme le montre ce sujet d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Commentaire Idolette Mirabel Bissou. Le pouvoir et l'opposition en Côte d'Ivoire, toujours en désaccord à propos de la nouvelle constitution. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait adopter au pas de course une nouvelle constitution par référendum le 30 octobre 2016 à 93,42%, avec un taux de participation de 42,42%. Parmi les innovations du texte, l'instauration du poste de vice-président de la République et la création du Sénat, seconde chambre du Parlement dont le président de la République nomme un tiers des membres. Les partis d'opposition regroupés sous la bannière du Front du refus, de la coalition du non et de l'Alliance des forces démocratiques avaient appelé à voter non ou boycotter le référendum. Les opposants ne comprennent toujours pas la précipitation avec laquelle le pouvoir a rédigé et fait adopter la nouvelle constitution. La réconciliation nationale préalable à tout consensus n'est pas encore réalisée selon eux. Il est gênant et même honteux de reconnaître que 5 ans après notre crise post-électorale, il y a encore des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil à l'étranger. Certains leaders sont revenus de toute bonne foi et ils croupissent désormais en prison. On nous disait d'un côté que la constitution qui a été votée en 2000, où il y avait 56% de participants, qui a été votée à 86%, était mauvaise. Aujourd'hui, les Ivoiriens viennent de lui dire que ta constitution est plus mauvaise encore que celle de 2000, puisque c'est seulement à 42% des taux de participation. Pour faire barrage au projet de nouvelle constitution, l'opposition ivoirienne a tenu des meetings et organisé des marches de protestation. Les mots d'ordre étaient de voter non ou de boycotter le référendum. Pendant le scrutin, quelques cas isolés de violence ont été signalés. Quelques jours après le vote, plusieurs leaders de l'opposition ont été interpellés avant d'être relâchés. Certains ont été convoqués à la gendarmerie pour audition. C'est de 17h à 22h, nous avons été interrogés dans les locaux de la brigade de recherche. C'est un ensemble de questions qui ressemblent un peu au fait qu'on veuille nous intimider, mais on n'est pas intimidé du tout. Membre du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le député Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, est en rupture de banc avec son parti. Il a été candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2015. Pour lui, la nouvelle constitution est une bombe à retardement. Ça nous rendra tous manchots ici. Quand je parle de ça, eh bien, je regarde Ahmed Bakayoko, je regarde Guillaume Soro, je regarde tous les autres de ma génération et pour leur dire, demain, nous aurons affaire à cette constitution.
Alors dans ces conditions, nous pouvons anticiper en acceptant de nous parler aujourd'hui. La Constitution de la Troisième République a été promulguée le 8 novembre 2016 par le chef de l'État. La prochaine échéance politique, ce sont les élections législatives prévues le 18 décembre 2016. La plupart des formations de l'opposition sont réticentes à y participer dans les conditions actuelles. Pour sa part, le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé son intention d'y participer afin de pouvoir changer la Constitution en cas de victoire. Monsieur Baloubi, vous êtes enseignant de formation, vous avez le sens de la pédagogie. Comment expliquez-vous cette stratégie de l'opposition ivoirienne qui consiste à chaque fois à appeler au boycott et à faire la part belle au gouvernement? Quelle est l'utilité politique de cette stratégie d'appel au boycott systématique? Merci, M. Togbé. Vous permettrez en 30 secondes oui, que je sacrifie à une tradition. C'est un geste que je veux faire. Je veux simplement profiter de votre antenne pour remercier quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est notre Créateur, Dieu. Parce que si je suis là, je pense qu'il est pour beaucoup. Il m'a permis de rester en vie pour pouvoir parler à M. Bakongo qui est en face de moi, qui dit que j'ai refusé de le saluer tout à l'heure, alors qu'il est venu, pendant qu'on était dans la salle, il m'a passé... Non, j'arrive, je vais arriver. Ok, pas de polémique. Ok, d'accord. Donc je voulais dire merci simplement à Dieu déjà, avant de répondre à votre question. Alors, je ne peux pas répondre au nom de l'opposition, parce que je ne suis pas là à ce titre-là, mais ce que j'aimerais dire, on est dans une situation précise. Je veux dire, il y a eu des cas de refus certainement, mais la situation dans laquelle on est... Aux dernières législatives, l'opposition a appelé au boycott. On s'est retrouvé avec un parlement monocolore sans opposition. Oui, bien sûr. Au lieu d'appeler cette fois-ci à voter massivement contre le oui, donc contre la Constitution, elle a appelé au boycott. Résultat, le président Alassane Ouattara se frotte aujourd'hui les mains. On ne peut pas voter si les conditions d'exercice du droit de vote ne sont pas réunies. Quelles conditions? Les conditions de sécurité, les conditions de participation même, parce qu'une constitution, ça concerne toute la nation. Les Ivoiriens qui sont allés au scrutin le dimanche 30 octobre, leur vie était menacée? Mais ce sont les partisans de M. Ouattara. Leur vie n'est pas menacée. Mais il y a des... Vous avez vu l'élément tout à l'heure, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Ils sont concernés par la Constitution. Moi aussi, je suis concerné. Donc, vous comprenez tout à fait... Oui, les conditions ne sont pas réunies. La stratégie de l'opposition ivoirienne... Absolument. Les conditions ne sont pas réunies pour exercer leurs droits. Au boycott. Voilà, tout simplement. Monsieur Barouan, vous partagez ce point de vue? Oui, je vous remercie déjà, en tout cas, de donner la voix, s'il vous plaît, aux exilés ivoiriens et aux déplacés que je représente sur ce plateau, pour dire que, justement, parlant donc de la méthodologie de l'opposition à boycotter les élections, je partage cet avis parce qu'il était inopportun, à mon sens, à mon avis, d'organiser un référendum dans ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près, les réfugiés et les déplacés de guerre de Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près 2 millions. Je dis bien réfugiés et déplacés de guerre. Il aurait fallu créer les réfugiés ivoiriens les conditions du retour des exilés ivoiriens. Exilés parce qu'ils ont été contraints en exil. Ils ont fui les affres de la guerre. Ils ont fui les... Non, c'est super important de le préciser parce que la Côte d'Ivoire, c'est une dictature, c'est une tyrannie. Et voilà. Merci. Monsieur le ministre, nous avons suivi également dans l'événement, un intervenant parlait de l'opportunité de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'Ivoiriens qui ont du mal à s'en sortir. La vie coûte cher, le courant coûte cher, les denrées alimentaires coûtent cher. La boule d'Attiéké, si j'ose dire, maigrit de plus en plus. Quelle est aujourd'hui l'opportunité d'une nouvelle constitution plutôt que de lutter contre la cherté de la vie que ces Ivoiriens considèrent comme étant leur première priorité? Je voudrais, M. Togbé, vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'adresser aux Ivoiriens de la diaspora, mais au-delà d'eux, à tous les Ivoiriens qui nous écoutent, qui nous regardent. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui face à 2 contradicteurs, à deux Ivoiriens qui ne pensent pas la même chose que moi, parce que ce genre de débat, nous l'avons souhaité vainement, je vais dire, en Côte d'Ivoire. La seule et unique fois que nous avons eu cette occasion, malheureusement, elle a été une occasion foirée, puisque le professeur Baba Mori Ferré s'est débiné à la dernière minute, malgré tout ce qui a pu se dire dans la presse. Cela dit, M. Togbé, vous savez, dans un pays, chacun a une place, chacun joue un rôle.
Les problèmes que vous avez adressés tout à l'heure, à savoir la santé, la sécurité, l'éducation, l'emploi et comme ça, ben, ce sont ces problèmes-là qui justifient l'existence d'un gouvernement dans un pays. Ce sont ces problèmes qu'un gouvernement digne de ce nom, dans un pays même passablement organisé, est chargé de faire, c'est-à-dire d'adresser. Il y a un ministre de l'Éducation qui s'occupe de l'éducation, il y a un ministre de la Santé qui s'occupe de la santé. Toutes choses qui ne sont pas en contradiction avec la nécessité d'élaborer une nouvelle constitution. Oui, je voudrais vous dire... C'est une question d'opportunité. Ben justement, l'opportunité aujourd'hui pendant que les loyers explosent, pendant que la vie coûte cher, les Ivoiriens veulent qu'on s'occupe d'abord de leur quotidien. Je vous dis que les Ivoiriens, contrairement aux images, contrairement à tout ce qu'on vous sert ici à l'étranger, comme étant propagande, allez-y en Côte d'Ivoire, vous verrez que des Ivoiriens très, très, très heureux. Sans doute, avec beaucoup d'attentes non encore satisfaites. Parce que quand on sort de plus de 20 années de crise, ce n'est pas d'un dîner gala. Il y a forcément toujours beaucoup d'attentes qui ne sont pas satisfaites, malgré tous les efforts qui sont faits. Donc aujourd'hui, M. Dogbé, cette constitution était devenue un impératif catégorique. Pourquoi? Parce que notre pays a connu quasiment 20 années d'errement, de turbulences, de crises résurgentes, d'affrontements fratricides. Nous nous regardions en chien de faïence. Les uns et les autres, nous ne nous reconnaissions plus. Quand bien même nous sommes partis à Marcoussis, quand nous sommes revenus, hélas, 3 fois, hélas, les résolutions qui ont été adoptées à Marcoussis n'ont pas été appliquées. La crise post-électorale qui justifie la présence de ces deux messieurs, de ces deux frères qui sont en face de moi, ici en France, est venue s'ajouter aux crises passées. Il était donc devenu absolument impérieux de doter la Côte d'Ivoire, de tourner la page. Je dis bien de tourner la page. Tournant la page, c'est toute la page qu'on tourne. C'est-à-dire tout ce qui a été commis par les uns et par les autres, sans doute des procédures sont en cours. Des procédures, je dis bien, judiciaires sont en cours, qui vont arriver à leur terme, comme beaucoup d'autres libérations ont eu lieu. Ceux qui vont être reconnus coupables vont certainement bénéficier de la même situation que ceux qui sont sortis. On l'a vu effectivement dans l'élément qui est passé, Monsieur le ministre. Un de vos compatriotes dit le président Alassane Ouattara demande aux Ivoiriens qui sont à l'étranger de rentrer. Certains sont rentrés et on les a jetés en prison. Vous avez en face de vous deux de vos... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre? Non, s'il vous plaît, le ministre n'a pas encore fini. Voyez, Dogbé, oui, s'il vous plaît. Très cher frère, ce que le président Anaki disait, le président Anaki, tout le monde sait très bien dans quoi il excelle. C'est dans l'excès. Il excelle dans l'excès, il excelle dans l'outrecuidance, il excelle dans tout ce qui est hors norme. On est dans l'exagération, selon vous. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le ministre Kadé Bertin est rentré. Il y a 2 mois, peut-être 3 mois. Mais il va qu'à ses occupations. Le gourou des étudiants de la FESI, que le professeur connaît très bien, Kabé est rentré en Côte d'Ivoire, Kakoubrou, alias Kabé, le gourou de la FESI, est rentré en Côte d'Ivoire, il va qu'à ses occupations. Ceux qui ont porté les armes, je ne parle même pas des civils, ceux qui ont porté les armes sont rentrés, sont dans les camps, font leur travail. Tous les fonctionnaires qui étaient sortis, en tout cas du temps où j'étais ministre de la fonction publique, ceux qui sont rentrés, ils ont tous été réintégrés, non seulement réintégrés, mais également tous ont même bénéficié des rappels de salaire. D'accord. Monsieur Baloubi, l'opposition ivoirienne a saisi la haute cour de justice de la CEDEAO. On ne va pas se faire d'illusions. Les 7 juges indépendants de cette cour font prévaloir ce que leurs collègues de la Cour européenne des droits de l'homme exercent, c'est-à-dire la marge nationale d'appréciation. Ce qui fait que jamais cette Cour n'annulera le référendum comme elle demande. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est même l'opportunité de rediscuter de cette Constitution. Je veux dire, elle a été adoptée, elle a été promulguée. Mais l'opposition n'est pas dans cette logique-là. Nous luttons. Parce que nous n'avons pas de liberté. Quand M. Bakongo dit qu'il fallait tourner la page, mais la page de quoi? C'est 20 ans de crise qui les a créés.
c'est M. Alassane Ouattara et ses partisans. Oui, mais à un moment donné, il faut faire table rase du passé. Je suis d'accord. Oui. Mais ils sont au pouvoir, c'est à eux de créer les conditions. Et vous pensez que les conditions... Les conditions ne sont pas créées parce que je vais vous dire une chose. Oui, s'il vous plaît. M. Bakongo dit, c'est ici qu'il discute avec des Ivoiriens, mais il sait pourquoi je suis ici, M. Bakongo. Je vais le regarder en face parce que ça fait 5 ans que je cherche l'occasion de demander à M. Bakongo... Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent votre vie privée. Ah, si, je vais vous dire... Non, mais M. Dogbe... Dites-le nous, s'il vous plaît. Ça fait 5 ans que je cherche à rencontrer ce monsieur, comme il m'appelle ce monsieur tout à l'heure. Je suis M. Baloubi Toto Jérôme. J'étais secrétaire général de l'université quand il y a eu l'élection présidentielle. J'ai été arrêté le 19 avril sur ordre de M. Bakongo. Et je pèse bien mes mots parce que je vais donner les arguments. M. Bakongo m'a fait arrêter parce que je logerais des miliciens sur l'université. Avez-vous saisi la justice? Mais absolument, j'arrive, M. Dogbe. Donnez-moi juste 2 minutes. Oui, d'accord, ok, d'accord. J'ai donc été arrêté le 19 avril 2011 sur ordre de M. Bakongo, alors ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord. Je suis passé par des camps de torture pour finir à Bouna, où j'ai fait 7 mois. D'accord. 7 mois parce que M. Bakongo dit que j'ai des armes. Je vais dire... la question que moi je pose, parce que l'histoire de votre pays, elle est complexe, on ne va pas la réécrire sur ce plateau. Mais je vous dis, on parle de conditions. Oui, c'est ça, voilà. Les conditions. Donc je vais dire, tant que M. Bakongo est au pouvoir, moi je suis en danger. Oui. Tant qu'il sera conseil spécial, absolument, parce que c'est lui qui a envoyé des tueurs. C'est lui qui a envoyé des tueurs. Avant certainement que le frère... Non, je peux... Non, M. Bakongo, vous me laissez finir. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Donc, je veux dire, M. Dogbe, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. D'accord. Parce que vous avez parlé de justice. Oui, je suis passé devant le juge. Oui. Il m'a dit que c'est le ministre qui a donné des instructions qu'on m'arrête. Okay. J'ai demandé une confrontation avec le ministre, elle n'a jamais eu lieu. D'accord. Et vous avez réussi à venir ici en France? En France, je suis exilé politique. Donc ce que je veux dire, ce qu'on demande au président Alassane, ce n'est pas tellement la Constitution, parce que la Constitution de Côte d'Ivoire n'a jamais eu de problème. Aucune Constitution ne peut régler un problème dans un pays. La Constitution, ce qu'on veut, c'est qu'il crée les conditions de dialogue avec les Ivoiriens. C'est entendu. Des conditions de dialogue pour qu'on aille... La réconciliation est la plus importante. La Constitution, Monsieur Baron, je l'ai dit, mais M. Baloubi n'a pas répondu. Étant donné le poids politique et économique de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO, personne ne prendrait le risque de fâcher le président Alassane Ouattara en annulant le scrutin. Donc ne nous leurrons pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'opposition ivoirienne a encore comme arme maintenant pour protester contre cette constitution qui a été adoptée et promulguée? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais... Très rapidement. Tout à l'heure, vous avez dit très rapidement, si ce Bakongo, il parlait tout à l'heure, il a fait près de 10 minutes, si vous ne l'avez pas interrompu. Excusez-moi, j'ai des choses à dire, je veux bien le dire. Excusez-moi. J'entends bien que voilà. Donc, je dis... On pourra marquer une courte pause, on reviendra pour la deuxième partie. Répondez très rapidement à la question. Oui, avant de répondre, je voudrais simplement dire que nous entendons ça et là, des appels au retour des exilés en Côte d'Ivoire. Certains exilés sont rentrés, je pense que c'est de la gabégie. Parce que ce qui fâche les Ivoiriens, c'est cette constitution qui est indigeste. Cette constitution qui n'a pas... Parce que le rôle d'une constitution, c'est de rassembler et de faire la paix. Alors cette constitution, elle porte en elle les gemmes des facteurs criminogènes. Alors, voilà. C'est ce qui est super important. Est très important. Ce qui dit est très important, ça veut dire que là, vous avez en face deux de vos compatriotes, mais on l'a vu aussi dans l'élément qui est passé. Ça veut dire qu'on veut remplacer une constitution jugée confligène pas une autre qui est tout autant confligène, finalement. Monsieur Dogbe, peut-être que les frères qui sont assis en face de moi seront peut-être didactiques. Et je crois que cela va permettre aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous écoutent de savoir de quoi ils parlent. Quand on parle de constitution qui comporte des éléments criminogènes ou bien confligènes, je veux savoir exactement, de façon précise, quelles sont les dispositions, bien la seule disposition qu'ils trouvent dans la Constitution, qu'ils la relèvent, qu'ils la mettent en épreuve. Je propose, monsieur le ministre, qu'on fasse une courte pause. Cela dit, oui, s'il vous plaît. Non, en deux mots. D'accord, très rapidement, s'il vous plaît. Bon, écoutant le professeur Balototo, bon, je croyais halluciner. Pourquoi? Deux raisons. Parce que je n'étais qu'un seul petit ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Me donner le pouvoir d'un ministre de la Justice qui
disons, hein, qui a le juge à sa disposition, lui mettre des gens. Très bien, écoutez, monsieur, je vous propose... Ensuite, il n'était que, je dis bien cette fois-ci, il n'était que secrétaire général. Ben, au-dessus du secrétaire général, il y avait un président. Tout à fait. Lui, président de l'université, il était là, il a tourné, il a vaqué à ses occupations sans être inquiété. Pourquoi lui et pas d'autres? Écoutez, monsieur, merci d'avoir participé à cette première partie. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. À tout de suite.